Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de T'es dans le match à 48 heures du plus grand événement de l'histoire du Stade brestois qui recevra le Real de Madrid mercredi soir en Ligue des Champions, émission en grande partie consacrée à cette affiche de rêve avec pour en parler autour de ce plateau aujourd'hui Antoine Ripoche, journaliste au Télégramme. Salut Antoine. Salut Ludo, salut tout le monde. À tes côtés, notre abonné de la semaine, Johan Lescope. Salut Johan. Salut tout le monde et merci pour l'invitation. Ravi de te recevoir, Johan, qui connaît bien le Stade brestois. Tu as été joueur il y a quelques années maintenant. Ça remonte un petit peu, mais effectivement, je suis arrivé moins de 15 ans, donc j'ai moins de 15, moins de 18, où j'ai pu participer aux championnats nationaux, donc des super souvenirs. J'ai continué 2 ans senior derrière, mais plutôt dans les équipes réserves, principalement en C, mais voilà, des super souvenirs, et ça date un peu. Mais, Et passé ensuite par Milizac, Guy Pava, c'est ça? J'ai fait Guy Pava et on va dire un retour aux sources pour finir à Milizac, dont je suis originaire. Les clubs du coin, du coup. Exactement. Ancien joueur et aujourd'hui supporter. Tu étais même d'ailleurs à Gelsenkirchen mercredi dernier. Raconte-nous un petit peu l'ambiance. Tout à fait. Alors, je suis pas abonné, mais je vois quand même la plupart des matchs. Et avec des amis, on avait décidé d'en faire un ensemble. Et par facilité, pour avoir un groupe complet de copains, on avait choisi sur ce match-là. Le match à Gelsenkirchen. Ça a été bien fêté? Tout à fait. Alors, on y va pour le match, mais on y va aussi pour profiter entre amis. Et une super expérience, en tout cas. De communion dès le mercredi midi jusqu'au stade et même dans le stade ça a chanté tout le match et malgré la défaite exactement. Alors, un peu frustré forcément du résultat et c'était pas la meilleure copie qu'ont rendu nos Brestois, mais voilà, on gardera un super souvenir de cette époque. Et ce qui est à Gelsenkirchen reste à Gelsenkirchen, c'est ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et pour compléter le trio, il s'est présenté lui-même, Maël Moisan. Salut Maël. Salut Ludo et salut à tous. Succès à 1-0, un des coéquipiers de Brendan Chardonnay. Johan, tiens, qu'est-ce que tu retiens toi de cette rencontre? Forcément de la frustration parce que, comme disait Antoine, on doit arriver à la mi-temps avec au moins 2-3 buts d'avance. Maintenant, ce que je retiens quand même, c'est la victoire, malgré effectivement peut-être un peu de relâchement, ce qui peut se comprendre aussi. On arrive à gagner ces matchs, et je pense qu'il y a 2-3 ans, on ne les gagne pas ces matchs, donc ça veut dire qu'une maturité quand même dans l'équipe, et on revient, voilà, on montre aussi des... Il y a 2-3 ans, on n'aurait jamais gagné 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Déjà. Vrai, Et puis le débat est clos, là, cette fois, je pense qu'on l'a eu plusieurs fois sur ce plateau. Brest maintient en Ligue 1, c'est cloué cacheté, là maintenant c'est fini. Quand on voit la faiblesse des équipes qui rencontrent encore Le Havre en face, il y a quand même des équipes qui sont... Je le redis semaine après semaine. Contrebalancer ça, cette équipe, elle a dégagé pas mal d'assurance quand même. Exactement. Hier. Elle est au-dessus de ces équipes-là, quoi. Enfin, c'est pas son championnat, ces équipes-là. Le Havre, Nantes, on voit la différence de niveau qu'il y a pour Brest aujourd'hui avec eux. Elle a gagné en maturité aussi avec cette Ligue des Champions, notamment l'enchaînement des rencontres. Est-ce que tu es cet avis? C'est sûr que se mesurer aux grandes équipes crée aussi forcément des facilités quand derrière on se retrouve à jouer comme des équipes contre le Havre. Mais en même temps, on l'a suffisamment dit sur ce plateau, c'était pas forcément si simple cette saison, surtout à l'extérieur, pour le Stade brestois face à ce genre d'équipe. On se souvient Montpellier, Auxerre, Angers, où ça s'était souvent mal passé, même très mal passé parfois. Donc, il y a une forme de maturité qu'on avait quand même un peu nouvelle cette saison, en tout cas à l'extérieur face à un petit, qui laisse à penser qu'effectivement le maintien est a priori largement derrière cette équipe. Ils sont tranquilles, ils sont vraiment tranquilles. On va le voir au classement tout de suite avec 28 points. Brest compte désormais 10 points d'avance sur Nantes et Saint-Etienne, 11 sur Rennes, désormais barragiste, et encore davantage sur Montpellier et Le Havre, désormais lanterne rouge. Mais c'est désormais vers le haut du classement que Brest regarde après cette 3e victoire consécutive en Ligue 1. On le disait également la semaine dernière. Aujourd'hui, Brest ne compte plus que 2 points de retard sur Lyon, 6e. Ça donne qui s'est fait reprendre en toute fin de match à Nantes, qui encore une fois, il faut se mouiller la nuque pour regarder Nantes, c'est pas terrible. Mais vraiment, Brest, là, il y a 2 points de Lyon. Mais moi, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, il y a les 6 gros qui sont en tête. Ces 6 gros-là, ils ont besoin de l'Europe. Je vois pas comment ils en seront délogés. Et puis Brest avec la Ligue des Champions, la Coupe de France, on va en parler tout à l'heure. Moi, je pense que déjà, s'ils finissent 7, 8e, 9e, ce sera une très bonne saison avec tout ce qu'ils avaient à côté, quoi. C'est une vraie performance, Johan, au vu du calendrier et de l'enchaînement des rencontres, d'en être là après 19 journées. Tout à fait. Et comme Maël disait de regarder les équipes devant, mais moi si je regarde les 10 derrière, aujourd'hui, ce pas des équipes qui sont largement à notre portée. Donc notre place, elle est plutôt effectivement sur cette première partie de tableau. Et oui, c'est une satisfaction d'avoir réussi à enchaîner ce parcours en Ligue des Champions et d'être là où on est aujourd'hui.
parce que je pense que dans le temps, effectivement, ça va nous servir. Et puis, à un moment donné, cette Coupe d'Europe, le plus tard possible, elle sera plus là, mais justement, là, on va engranger, et puis on pourra peut-être faire partie du sprint, on l'espère en tout cas, pour aller chercher l'Europe. Tu peux avoir la 7e place qui devient qualificative en fonction du vainqueur en Coupe de France. Et pour le coup, cette 7e place avec Lens, j'y crois un peu plus. J'ai plus de mal à voir sur les 6 premiers, mais pourquoi pas, si tu es régulier, voilà. Alors, si on s'arrête un instant, à l'heure actuelle, Brest est donc en course pour les places européennes en Ligue 1. Brest peut viser un quart de finale de Coupe de France et Brest est également qualifié à minima pour les barrages de la Ligue des Champions. On n'est pas loin de vivre les plus grandes heures du foot à Brest. C'est fantastique. On n'est pas loin, je pense qu'on est vraiment en plein dedans, là, honnêtement. Quand on voit la semaine qui se profile, normalement, on devrait en faire beaucoup sur ce match contre le PSG qui arrive en fin de semaine. Et en fait, on n'en parle même pas. Il y a des gens qui sont même pas au courant qu'il y a Brest-PSG samedi, parce qu'avant, il y a quand même un Brest-Real Madrid. Il faudrait vraiment en reparler aux gens qui étaient supporters il y a 2 ans pour que... Enfin, c'est dingue, il faut se mouiller la nuque, quoi, comment dire. Et puis en début de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on lançait ici, on dit attention, la Ligue 1 ça va être dur, la Ligue des Champions ils vont lâcher des plumes dans la Ligue des Champions. Au final, on se retrouve là, on arrive en février, et comme tu dis, ils sont sur tous les tableaux. Impressionnant. Et on a envie de garder ces tableaux, justement, d'être présent sur toutes ces compétitions et de garder, on en parlera peut-être, mais garder cette coupe aussi le plus longtemps possible, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. On va rentrer dans le vif du sujet, avec notre premier débat du jour. Tiens, vous le voyez à l'écran, entre Madrid, mercredi soir, le Paris Saint-Germain, donc samedi, tu l'as dit Antoine, et 3 en Coupe de France mardi prochain. Quelles sont, d'ailleurs, selon vous, les priorités qui est chaud pour commencer? On en a parlé un peu avec Antoine. Vous avez triché. On a triché un peu, mais on va se retrouver. Clairement, pour moi, aujourd'hui, c'est le match du Real. Tu mets ta meilleure équipe possible du moment. C'est le match de gala, tu es en Ligue des Champions. Il y a une petite chance d'aller gratter quelque chose, non pas une victoire. Enfin, moi, je pense que ce sera très dur pour la victoire, mais voilà. Et tu prépares, à mon avis, 3 une semaine après. Et sur Paris, tu fais 3-4 changements. Tu ne changeras pas toute ton équipe parce que tu n'as pas les moyens, mais tu fais 3-4 changements. Pour moi, les 2 matchs prioritaires, c'est le Real. Et 3, tu as une petite chance d'aller en quart de finale. Derrière, tu as 2 matchs du Stade de France. C'est énorme. Antoine. En fait, ce match contre Le Havre et la série de 3 victoires d'affilée en Ligue 1 qui n'était pas aperçue encore cette saison te permettent d'arriver contre Paris avec en fait le travail qui est déjà fait. Donc on a coutume un peu de dire que ces matchs contre Paris, tout le monde les perd. En tout cas, cette saison, personne n'a pris 3 points contre Paris pour le moment. Donc s'il y a un match où, entre guillemets, qui est à jeter, je ne serais pas coach du Stade Brestois parce que je pense qu'Éric Roy, il n'a pas dit ça à ses joueurs. Il ne va pas le dire. Mais s'il y en avait un à acheter, ce serait plutôt celui-là, quoi. Clairement. Même si Paris, je pense que va aussi laisser des plumes en Champions League parce qu'ils sont focus sur Stuttgart. Ils ont de l'avance en championnat et peut-être que ce ne sera pas non plus une équipe à 100% à Brest samedi. La Coupe aussi, ils ont la même chose. Ils ont un enchaînement Ligue des Champions, championnat ce week-end contre Brest et la Coupe de France derrière. Donc Luis Enrique, il aura les mêmes choix à faire avec plus de matière, mais il aura les mêmes choix à faire que Eric Roy. Plus de matière et peut-être l'habitude aussi d'être dans ce genre de cas-là en février. Oui, ce serait après. Sauf que là, Maël, tu me dis que la Coupe de France, alors c'est selon toi, est une priorité. Ça ne l'était pas forcément. Non, on se posait la question de la bazarder. On avait dit la bazarder. On est bien d'accord. Parce que entre-temps, tu as passé 2 tours. Tu en as même passé 3. Tu fais 32e, 16e. Là, maintenant, 2. Et tu arrives en 8e. Tu vas jouer 3, qui n'est pas une grosse équipe de Ligue 2. Et encore d'ailleurs, tu es à 2 marches du Stade de France. Lille a été cogné. Marseille a été cogné. Monaco. Lille est encore là. Lille pardon, donc je confonds avec un autre. Alors. Il reste du PSG. En tout cas, Marseille-Monaco, Lyon. Marseille-Monaco-Lyon. Il y a eu du gros cogné. Il reste Paris. On disait un tableau assez ouvert derrière avec Johan, avec des confrontations pas mal encore d'équipes de nationale, même de nationale 2. Voilà, et pour répondre à la question, moi, si dans 8 jours, effectivement, on sort d'une qualification à 3 en ayant vibré contre le Real, contre Paris, pour moi, la semaine ou les 8 jours seront réussis parce qu'on sera encore en course sur les 3 tableaux. Et cette Coupe de France, moi, j'y crois en tout cas, parce que oui, le tableau ouvert, il reste du PSG à éviter forcément, du Lille, du Nice, mais voilà, on peut rêver aussi d'aller dans un dernier carré, et pourquoi pas au Stade de France. En plus, on connaît l'histoire de Brest avec la Coupe. Donc ça... Pour donner un peu de contexte, quand même, cette saison, elle n'a pas besoin de la Coupe pour être déjà historique, mais si en plus on rajoute ce seuil du quart de finale de Coupe de France qui est dépassé, ça devient une saison de dingue. C'est en tout cas la semaine la plus, en attendant, c'est la semaine la plus excitante de l'histoire du club qui s'annonce. Et la première de ces affiches sera donc mercredi soir avec la venue du Real de Madrid au Roudourou. Et c'est le thème de notre deuxième débat du jour.
À 48 heures de recevoir le plus grand club au monde en Ligue des Champions, qu'est-ce qui prime, l'enjeu ou l'affiche de prestige? Déjà, quand je vous parle de plus grand club au monde, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Pas choqué de la formule, clairement. C'est clair. C'est 15 titres en Ligue des Champions. Alors, c'est pas les Galactiques qu'on a pu connaître au début des années 2000, parce que je regardais tout à l'heure le milieu de terrain, la défense, c'est pas des noms c'est des bons joueurs, des très très bons joueurs, mais c'est pas les noms qu'on a connus au moment des Galactiques. Mais attention, quelle équipe, quoi. Quelle équipe. Donc, c'est le Real Madrid, encore une fois. C'est le tenant du titre, il faut le rappeler. Vainqueur 2-0 l'an passé contre Dortmund en finale. Tu évoquais les Galactiques. Ça vous évoque quoi, tiens, à chacun, Johan, pour commencer? Pas forcément. Quand on parle Real Madrid, et puis c'était un peu ma jeunesse aussi, c'est les Galactiques. Une image qui va me rester, c'est la demi-volée Zidane. Je te l'ai piqué. Merci de m'avoir interrogé en premier. En 2022. Hein. Non, et puis souvenir aussi peut-être un peu avant, les Raúl Morientes restent aussi pour moi la première découverte du Real Madrid. Et puis après les Galactiques. Ça reste effectivement. Les Galactiques, c'est en fait un petit peu après. Hein. C'est quand Beckham arrive notamment. C'est Figo le premier. Après, tu as Beckham. Je ne sais plus dans quel ordre. Tu as Zidane. Ronaldo, Raúl, tu avais Roberto Carlos. C'était une sacrée équipe. Après, il y a un souvenir qui me vient. Donc j'avais la même. La volée de Zidane, celle-là, on l'a tous en tête. La volée du gauche en plus. Celle de l'Esmelou. Ah non, Zidane. Souvent, en fait. Elle ressemble. Et puis, moi, il y a un truc qui m'a frappé. Je ne sais pas si vous vous rappelez du passage de Nicolas Anelka au Real avant qu'il revienne au PSG. Et ça me marque parce qu'en fait, les attaquants français ont toujours eu du mal à démarrer là-bas. Alors lui, il est reparti très vite pour aller et pour autant, il est très décisif en Ligue des Champions cette année-là. Oui. Et ça me fait penser à Benzema et à Mbappé aujourd'hui. Et le petit jeune de la bande, Antoine, ça t'évoque? Moi, j'avoue que les Galactiques, j'étais un peu dans le berceau, mais non, moi, c'est plus les années 2010, Cristiano, les trois, le triplé de Zidane, en fait, 3 saisons d'affilée. 2007-2018. Exactement. Oui. En fait, il y a le retourné acrobatique contre la Juventus de Ronaldo, celui de Bale la même saison en finale. Enfin, pour moi, c'est ce genre de saison où il roulait sur tout le monde, quoi. Ronaldo, le Brésilien, tu connais quand même, ça te parle? Je l'ai jamais vu jouer en vrai. Donc, putain. J'ai un peu honte. Ouais. Il était plutôt plus affûté à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Un peu plus. Pour en revenir au débat, quand on parle d'enjeu, de quoi parle-t-on? Du top 8? Du top 8 ou du top 16, parce qu'on sait que tu peux recevoir en finissant. Fais l'amour, Antoine. Ouais, le top 8. Il faut une victoire. Ouais, en fait, il faudra une victoire et d'hypothétiques scores favorables à côté. Je crois qu'Opta l'estime à 7%, même 7%. J'ai l'impression que c'est gentil. C'est clair. Le top 8, pour moi, ce sera vraiment un énorme bonus parce que ce serait tellement frustrant de battre le Real et de passer à côté. Donc, il faut déjà partir du principe que le top 16, comme tu dis, Maël, est la garantie de recevoir le barrage retour. Est-ce que c'est vraiment important pour le Stade Brestois? Non, franchement, c'est le match même de recevoir au match aller, au match retour, pardon. Même s'ils prennent 4-0, personne ne l'en voudra. C'est l'affiche, tu l'as dit tout à l'heure pour démarrer, c'est le plus beau match de l'histoire du Stade brestois. Il y a eu 3 ou 4 fois la demande pour remplir le Roux-de-Roux. On est sur un match mais extraordinaire, impensable pour Brest, et les spectateurs qui vont y aller, qui sont très brestois, les supporters sont très brestois, là ils vont ouvrir grand les yeux pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Pour mieux se rendre compte, pardon Johan, je reviens vers toi après, de l'enjeu de cette rencontre, on va regarder le classement avec le Stade brestois qui est actuellement 13e avec 13 points, devant Madrid, et oui, 16e avec 12 points. Et on le voit, énormément d'équipes à égalité de points, seulement départagées à la différence de but. C'est dire s'il peut se passer énormément de choses lors de cette dernière journée. Est-ce que l'enjeu, il n'est pas finalement plutôt pour le Real de Madrid plutôt que pour le Stade brestois? C'est pour ça qu'il y a un double enjeu sur cette rencontre. C'est sûr que pour le côté Stade brestois, recevoir le Real Madrid, on a envie de créer du souvenir aussi pour les spectateurs. Je ne pense pas que pour les supporters madrilènes, cette rencontre face au Stade brestois restera dans les mémoires. Mais effectivement, si eux s'imposent, eux, ils ont vraiment envie de raccrocher le bon wagon. Le top 8, il paraît loin quand même pour eux aussi. Parce que pareil, ils ne sont pas forcément dans la meilleure configuration. Pour autant, eux, je pense qu'ils ont quand même un intérêt sportif à terminer dans le top 16 pour éviter de se manger, entre guillemets, un barrage délicat pour eux, quoi. Justement, mode d'emploi de ces barrages, rapidement, on y reviendra jeudi dans une émission spéciale, je vous en parlerai à la fin de l'émission, et mode d'emploi de ces barrages. Il faudrait presque une émission spéciale pour expliquer en détail. Non, en fait, c'est pas si compliqué en fait. Non, c'est les équipes classées de la 9e à la 24e. Exactement, on avait tous compris que les 8 premiers allaient directement en 8e de finale. Pour les rejoindre, en fait, les équipes donc, entre 9 et 16 recevront au retour, et en fait, le 9e ou le 10e recevra
le 23e ou le 24e au retour. Lors d'un tirage au sort. Il y a un tirage en fait par paire, vendredi prochain. qui aura lieu vendredi. Ce qui veut dire qu'on pourrait rejouer le Real Madrid aussi. Je regardais potentiellement une Ubat. C'est quelque chose qui est. Voilà, il n'y a pas qu'on aimerait éviter. C'est beaucoup plus clair quand c'est Adrien. Enfin, t'es beaucoup plus clair qu'Adrien. T'es beaucoup plus clair qu'Adrien. On l'invite plus d'ailleurs. On a arrêté. Alors maintenant qu'on connaît l'enjeu de ce match et de cette dernière journée, j'en reviens à ma question de départ. Est-ce que l'enjeu prime sur l'affiche du match, Johan ? Effectivement, c'est un match de gala et quand on a eu le tirage, tout le monde a coché Real Madrid. Maintenant, on a avancé dans la compétition, on en est 8e. On s'est pris un petit peu au jeu. Alors, on a déjà eu des belles équipes, même si ça reste le Real. Pour moi, l'enjeu et le côté sportif d'aller les titiller reste pour moi la priorité en tant que supporter. Et j'aimerais bien qu'on les regarde dans les yeux et que voilà, parce que si le résultat est très défavorable, match de gala, mais voilà, on n'aura pas un bon souvenir malgré tout. Moi, je suis curieux de ce que va faire Eric Roy. Je sais pas pourquoi. Je sens un truc. Je sais pas. J'en sais rien. C'est vous qui êtes à l'entraînement écoute, j'ai rien à t'apprendre pour le moment, mais effectivement. Je sais pas, c'est un match à tenter quelque chose. C'est un match à. Je sais pas. Je le vois bien renforcer. Enfin, le milieu de terrain, comme il avait pu faire contre Leverkusen, un gros impact au milieu qui t'a laissé les milieux excentrés. En fait, je le vois bien. Et peut-être justement pour éviter la relation avec Mbappé, mettre un 6 très très bas. Peut-être, ouais. Voilà. Couper la relation avec Mbappé. Un milieu fort et compact, et jouer les coups. Peut-être jouer plus bas aussi, parce que si tu laisses la profondeur à Mbappé, ça va être dur. Effectivement. En fait, l'affiche et l'enjeu sont intimement liés. En fait, c'est une affiche de rêve parce qu'il y a de l'enjeu. Même si Brest ne pouvait plus jouer, si Brest était sûr de finir entre donc du coup la 17 et la 24e, même s'ils n'avaient plus rien à jouer, l'affiche elle resterait belle. C'est le Brest contre le Real Madrid, t'es qualifié pour la suite. À la limite, là où elle prendrait pas ce pas-là, c'est si jamais ils n'étaient pas qualifiés du tout. Ouais. Mais comme là ils sont qualifiés quoi qu'il arrive, je pense que l'affiche elle est. Il y a un truc de se dire aussi, ce qu'on disait beaucoup en août, on a un peu déjà eu ce débat-là, mais c'est que en fait, cette affiche-là compterait pour du beurre, que le Real serait qualifié, que Brest serait éliminé. Et il y a quelque chose de presque amusant de voir que en fait, Brest a que le Real avec un point d'avance, et on a presque envie de le garder jusqu'à la fin de la 8e journée, ce point d'avance. Donc, quels sont les joueurs qui vous font vibrer aujourd'hui dans cette équipe ? Ça va nous amener à notre 3e débat, forcément. Avant tout le collectif en fait, pour moi le Real c'est tous des grands joueurs, mais leur force en fait, ils ont beau changer un effectif, une défense remodelée, enfin voilà, ça reste surtout le collectif. Après il y a Vinicius mais qui sera pas là, qui est suspendu, je retiendrai surtout et Courtois, qui est un sacré gardien. Qui fait un sacré boulot. Non, moi je sais pas s'il sera là, mais Luka Modric a toujours été un joueur qui m'a un peu fasciné. Et pour moi, ça c'est un peu le genre de joueur Ligue des Champions, quoi, clairement. Ouais, après, les gens vieillissent là. Ah, les gens commencent à vieillir. Il va jouer une demi-heure et ce sera pas la première, je pense. Ouais, exactement. Et dans tout ça, vous ne m'avez pas cité Kylian Mbappé. C'est pourtant le thème de notre 3e débat. Événement au cœur de l'événement mercredi soir, la présence de Kylian Mbappé au Roudourou nous amène à ce débat. Est-il revenu à son meilleur niveau ? S'il en tient à ses stats actuelles, il semblerait que oui. C'est la gestuelle, moi je trouve qu'il y a les stats. Donc je crois que c'est 22 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Et puis là, il les enchaîne un triplé le week-end dernier contre Valladolid. Mais par contre, non, c'est la gestuelle qu'il a. Il redégage quelque chose en fait dans sa façon d'enchaîner les mouvements, de nouveau libéré. En fait, moi, c'est ça qui m'impressionne. Jordan, je te vois. Il paraît effectivement libéré. Alors, est-ce que c'est ses prises de parole, etc. Aujourd'hui, la période d'adaptation est passée. C'est un petit déboire, on va dire, que c'est l'équipe de France, etc. Ça semble derrière lui. Je suis persuadé aussi que 2024 pour lui est oublié, 2025 on le connaît, l'ambition, le Ballon d'Or, etc. Pour moi il s'est dit c'est une nouvelle année et puis voilà, donc en tout cas il paraît boosté et il peut être impressionnant quand même. On n'a rien inventé sur les débats autour de Kylian Mbappé. Je pense que c'est le joueur qui en cristallise le plus depuis son arrivée au Real de Madrid. Est-ce qu'il est sorti de cette crise de confiance, des boires, tu l'as évoqué, extra-sportif et tout ça, et ses performances sur le terrain le prouvent ? De toute façon, c'était la seule manière de s'en sortir, c'était de retrouver tout simplement le chemin des buts. Qu'il n'a jamais vraiment perdu. Là où on a peut-être été un peu dur avec lui, c'est qu'il a quand même marqué pendant l'automne, même à son arrivée. C'était pas non plus la crise, mais il y avait tout ce qui l'entourait qui dégageait une sorte d'aura négative. Et ce genre de
de débats qui ont pu l'entourer ont été vite étouffés par ses performances sur le terrain, parce que là on retrouve, il respire la confiance en fait, comme tu dis. Après, souvent on a tendance à penser les Français, ça critique, c'est un débat franco-français, mais non en fait. Non, à Madrid, il a pris cher. Hein. À Madrid, il a pris cher quand il ratait ses pénaltys. Il sortait d'un Euro catastrophique. Catastrophique. À Madrid, il commençait à se demander où il était le vrai Mbappé, quoi. À un moment donné, oui, exactement. Le fiasco du siècle. C'était pas nous les plus durs. Enfin, il y a eu un mois vraiment dans le dur au moment des pénaltys ratés. Exactement. Donc, après la semaine dernière, tu l'as évoqué, le triplé notamment, Carlo Ancelotti, son entraîneur, a dit de lui que c'était le meilleur avant-centre au monde. Et d'ailleurs, il le préfère. Aujourd'hui, on le voit dans une position plutôt axiale, Johan. Alors que lui, c'est souvent réclamé côté gauche. Ouais, par la force des choses, au vu de l'effectif aussi, je pense qu'il s'est retrouvé en pointe, vu les ailiers déjà présents au Real, et il fallait aller là où il y avait de la place, entre guillemets, pour lui. Donc, mais il peut être très performant partout, à mon avis, que ce soit devant, sur les côtés. C'est une machine à marquer, il va vite, il est bon techniquement. Je pense que c'est quelqu'un qui peut s'adapter, il n'y a aucun problème aujourd'hui pour lui de jouer dans l'axe. Et défensivement, il fait moins de mal à son équipe. Je dis bien moins de mal à son équipe quand il est avançante que quand il est dans un couloir. Je ne dis pas que Vinicius défend, hein, mais en attendant, Mbappé, on sait qu'il défend pas du tout. Donc, les attentes autour de ce joueur, elles sont légitimes finalement, parce qu'il s'est lui-même réclamé. Enfin, il a dit qu'il voulait être le meilleur joueur au monde. Et puis 26 ans, le temps passe quand même. Oui. Quoi. Enfin, 26 ans, on dit un joueur de foot, c'est 26, 28, c'est autour de 28 ans. Donc là, ça arrive. C'est le moment d'aller tout chercher, d'aller chercher les titres qu'il veut. Il veut être Ballon d'Or, il faut qu'il aille le chercher. Il voulait être dans le meilleur club du monde, il y est, faut démontrer. Et non, les débats autour de lui, moi je trouve qu'ils sont légitimes, les débats autour de lui. Et puis il veut être très grand, il est jugé comme un très grand. Maintenant, où il sera attendu, ça sera dans la suite de la compétition, forcément quand les barrages vont arriver, etc. Où là, c'est là qu'il faudra qu'il montre qu'il est vraiment bon et au-dessus. Le Real l'a pris pour ça, donc la suite nous le dira. Mais... Est-ce qu'il le sera un jour Ballon d'Or Oui. Je pense que oui, parce qu'il n'y a plus Messi. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, sinon la concurrence a été compliquée, mais oui. Enfin, je vois pas comment le problème, c'est qu'il s'est un peu posé comme l'un des héritiers de cette génération Ronaldo-Messi, et on attendait de lui que ce soit le nouveau Ronaldo ou le nouveau Messi. Mais il faut oublier qu'avant Ronaldo et Messi, il y avait une pléiade de grands joueurs, mais là, on sort d'une génération où il y avait vraiment deux extraterrestres, on l'a dit un peu tout le temps. Donc en fait, là, on se retrouve avec... Bon, c'est pas du tout un creux, mais on retrouve des joueurs qui performent énormément, comme Mbappé, comme Haaland, qui auront peut-être jamais les statistiques ou qui seront jamais aussi phénoménaux que ces deux génies-là. Mais pour autant, ce que réalise Mbappé, c'est déjà énorme. Et donc le Ballon d'Or, ce sera une étape a priori de sa carrière, et ça peut même se multiplier. On a été très déçus en 2023, c'est ça, suite à la Coupe du Monde, où c'était Messi. Voilà, il y avait eu cette finale avec... Après, il a perdu en finale. Messi gagne la finale, quoi. Même s'il faisait pas une grande saison à Paris cette année-là, il était, je crois, meilleur passeur de Ligue 1 quand même, Messi, je crois, ou un truc. En tout cas, il était très bien placé. Mais en attendant, il gagne la finale de Coupe du Monde, et c'est Messi. Voilà. Mais Mbappé, c'est bien, ça l'a piqué. Et même s'il a fait une très bonne Coupe du Monde sur le plan des statistiques, oui, ça l'a piqué. Et on a vu l'Euro 2024. Il fait pas un bon Euro. Il fait pas un bon Euro. Et donc 2024 est à oublier pour lui. Là, 2025 démarre très bien. Alors je vais pas redire le nom de l'adversaire parce que je suis incapable. Je l'ai raté une fois, je raterai pas deux fois. Mais le triplé qu'il met ce week-end, c'est contre un petit d'Espagne, quoi. Donc faut voir aussi sur la durée, quoi. Alors en attendant, il a mis en garde ses coéquipiers. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Antoine. Je te vois acquiescer. Il a mis en garde. Avant le match face à Brest, je m'attends à une rencontre vraiment galère, parce qu'ils sont à domicile, ils sont très bons. Parce qu'il connaît Brennan Chardonnay, je crois. Ouais, je crois qu'il regarde dans le match tous les lundis aussi. C'est vrai que la saison passée, Brest avait posé des problèmes au PSG quand il était encore au PSG. Ça n'a pas toujours été simple. Pour autant, il a quasiment tout le temps marqué contre le Stade Brestois. Ouais, c'est une de ses victimes un peu préférentielles. Je crois qu'il doit être à 9 ou 10 buts contre Brest dans sa carrière. Et je pense qu'il est aussi conscient que le Brest de la saison dernière, en tant que témoin, en tant qu'acteur de Ligue 1, il a bien vu que c'était aussi une saison où Brest était vraiment une équipe à qui tout réussissait. Donc là, je pense que c'est quand même un connaisseur, et je pense qu'il sait aussi que Brest, c'est pas du tout le même Brest, mais pour autant, s'il a dit ça, c'est qu'il doit le penser, j'imagine. Brest, qui pour rappel a déjà tenu tête au Bayer et qui a battu le PSV. Dernière question pour toi, Johan, peut-on croire à l'exploit mercredi soir, 21h? Oui, on y croit, on y va pour ça, et je pense que les joueurs le croient aussi. Je pense l'entraîneur, ça va être très compliqué, certainement. Je pense que si on arrive à ouvrir le score, à un peu de réussite, un Bizotte en grande forme, pourquoi pas. En tout cas, oui, on y croit.
Beaucoup de si, mais ça peut marcher. Oui. Allez, on arrive au terme de cette émission. Antoine, Johan, Maël, un grand merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi soir, notez-le bien, 20h30 pour une émission exceptionnelle avec toutes les images, les réactions au lendemain de cette affiche de rêve, donc face au Real de Madrid. En attendant, merci pour votre fidélité et rendez-vous donc à jeudi pour un nouveau T'es dans le match. Salut à tous.